expatriés, bonjour, c'est une grande joie de vous retrouver aujourd'hui encore. Savez-vous que lorsqu'un conjoint, une personne suit son conjoint à l'étranger, dans 20% des cas, il aura une activité d'enseignement à un moment ou à un autre de sa mobilité. Oui, chez les conjoints expats et chez les expatriés, même en général, les fonctions d'enseignement sont extrêmement fréquentes. Mais il s'agit, la plupart du temps, nous apprend le baromètre expat communication auquel vous répondez si souvent, et on vous en remercie, il s'agit donc très souvent d'une reconversion, puisqu'au départ, seuls 10% des expatriés ont un diplôme lié à l'enseignement. Alors, comment est-ce qu'on devient enseignant? Comment est-ce qu'on tire profit de son expérience internationale? Comment est-ce qu'on peut conjuguer déménagement, vie à l'international et enseignement? Ce sont des questions que vous vous posez très souvent, soit quand vous nous dites « je prépare les concours d'enseignant pour devenir enseignant et je trouve ça difficile » ou je n'arrive pas à conjuguer ma carrière avec les déménagements de ma famille » ou encore j'aimerais devenir enseignant parce que je pense que c'est un mode de vie qui colle bien avec mes priorités, la façon dont je veux établir mes priorités aujourd'hui, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne comprends pas très bien, notamment la façon de gérer les concours, de les préparer et de gérer ma carrière ensuite. C'est tous ces sujets que vous évoquez souvent avec nous qu'on est heureux d'aborder avec deux experts et bientôt trois, deux experts absolus de ce sujet. On a la chance d'accueillir aujourd'hui Julia Pouma. Julia, bonjour. Bonjour. Donc Julia, vous êtes directrice du service enseignement supérieur au Collège Sévigné. Et Jean-Pierre De Giorgio. Bonjour. Jean-Pierre, bonjour. Merci d'être venu ici. Et vous êtes le directeur adjoint du Collège Sévigné, très impliqué aussi dans ces questions d'enseignement, de préparation et de formation des professeurs. Et puis, au cours de ce live, nous accueillerons quelqu'un de très courageux, en la personne de Sarah Valen. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle est très courageuse? Parce que Sarah habite à Chicago et elle a la gentillesse de s'être levée à 6 heures ce matin pour être avec nous, pour répondre à vos questions et pour témoigner. Merci beaucoup en avance à Sarah. Pour commencer, avant de nous lancer, je vous disais, il y a ces questions de l'orientation. Déjà, comprendre où est-ce qu'on peut aller, et je sais qu'il y en a un certain nombre parmi vous qui restent un peu bloqués à ce stade, essayer de décrypter le marché, de comprendre comment ça fonctionne. Et peut-être même qu'on va partir un peu en amont, et avant de regarder comment on devient professeur, regarder quelle est la structure de l'enseignement à la française. Et ça, Jean-Pierre, là, si vous pouviez nous décrypter un peu, public, privé, hors contrat, Oui. plurilingue, monolingue, comment ça s'organise tout ça? Oui, vous avez raison. Il faut tout d'abord commencer par finalement bien penser son projet en amont, savoir pourquoi l'on veut faire ce métier, et puis savoir connaître toutes les possibilités qui existent, et en fait, elles sont nombreuses. Il est vrai qu'on peut avoir de loin l'idée d'une éducation nationale monolithique. En réalité, ça n'est pas tout à fait le cas. Par exemple, il existe en France une tradition d'enseignement public et puis une tradition d'enseignement privé. L'enseignement public suppose, mais pas obligatoirement, que l'on ait passé un concours de l'éducation nationale, je pense évidemment au CAPES ou à l'agrégation, mais on peut être recruté dans l'enseignement public sans, sans cela, et à ce moment-là, on devient un agent contractuel. Dans l'enseignement privé, on peut être recruté également sur concours, le CAFEP ou le KER, qui est l'équivalent de l'agrégation, mais on peut également être recruté avec des diplômes qui ne sont pas ceux de l'éducation nationale. C'est le cas du privé hors contrat, par exemple. Le privé sous contrat ressemble beaucoup, en fait, à l'enseignement public. Le privé hors contrat est beaucoup plus libre de ses choix. Et dans le privé sous contrat, vous avez de toute façon des variantes. Un même établissement, c'est le cas du Collège Sévigné, peut employer des enseignants qui sont titulaires du CAPES et de l'agrégation, ou bien peut faire des recrutements hors contrat. C'est le cas, par exemple, de nos professeurs anglo-saxons, qui évidemment n'ont pas passé les concours français. Et puis, vous avez les structures à l'international qui peuvent être également très variées.
Il peut s'agir de lycées publics, mais souvent d'établissements privés qui sont homologués, par exemple par l'AEFE. Dans cette diversité-là, les formes de recrutement sont en fait extrêmement nombreuses. Et c'est pourquoi il vaut la peine de s'y intéresser et de se poser la question de savoir comment on peut accéder au concours d'enseignant, au métier d'enseignant, soit par les concours, soit par d'autres formations qualifiantes, mais peut-être un peu moins contraignantes que les concours de l'éducation nationale, qui supposent une gestion très centralisée. Donc, si jamais je récapitule, parce qu'on est sur un sujet extrêmement complexe, public avec concours Oui. ou éventuellement contractuel, surtout à l'étranger. C'est ça. Privé avec des concours, privé sous contrat avec des concours qui sont à peu près les mêmes que ceux du public, et privé hors contrat. Alors là, on va passer dans autre chose. Et privé hors contrat, ça peut être soit en France, soit à l'étranger, dans l'ensemble des structures internationales dans lesquelles le CAPES ou la GREG n'ont plus de légitimité. Vous voyez là s'afficher à l'écran un exemple de structuration du marché d'éducation français que vous trouvez dans le guide de l'éducation internationale, de la scolarité internationale, édité sur le site Femmes Expat. Je crois que vous avez le lien dans le fil, donc n'hésitez pas à aller le approfondir après le live, parce que pour l'instant, ne perdez pas les propos de nos intervenants, parce que c'est rare de pouvoir avoir cette vision d'ensemble. Donc, on a ces trois systèmes. On a vu les différents concours pour y parvenir. Et après, on va avoir un jeu tactique, parce qu'en fait, là, on rentre dans une dimension, parce que voilà, on est des expats, on déménage, on a une gestion compliquée de nos vies et donc de nos carrières. Il va falloir un peu piloter sa carrière. On va l'aborder tout au long de ce live, mais déjà, Julia, une question. Si jamais je me dis, mon atout, c'est d'avoir une dimension internationale dans mes compétences, il y a peut-être plusieurs façons déjà de les valoriser, soit en devenant prof de langue, soit en devenant prof en milieu international. Est-ce que vous auriez des exemples pour nous montrer comment on peut piloter ça? Oui, tout à fait. En fait, si vous avez un plurilinguisme qui est issu de votre formation, vous pouvez tout à fait l'exploiter en enseignant dans les écoles qui sont de plus en plus nombreuses à proposer des parcours plurilingues. Et ça, j'ai envie de dire, soit tandis que vous êtes à l'étranger, soit dans le réseau des écoles françaises de l'étranger, ou par définition, si on est dans des écoles d'expatriés, il y a minimum 2 voire 3 langues qui sont requises dans les parcours d'apprentissage, soit en fait de retour, ça peut être intéressant de valoriser une connaissance de plusieurs langues, puisque les écoles plurilingues se multiplient en France ces dernières années. On assiste à une floraison assez rapide de ce type d'établissement. J'espère que ça répond un peu à la question. Plus qu'un peu. Et du coup, si jamais on peut remettre le slide avec les différents concours et formations, une fois qu'on a bien compris ces différents systèmes, dans les concours, on a vu, il y a ceux du privé ou du public qui sont des concours, et puis il y a aussi cette notion de diplôme d'établissement. Alors ça, quand on est habitué à raisonner en CAPES, à GREG, etc., c'est un peu un ovni. Est-ce que vous pourriez nous présenter cet ovni? Oui, avec plaisir. Donc, au Collège Sévigné, où nous travaillons tous les deux, Monsieur De Giorgio et moi-même, on a mis en place il y a quelques années ce nouveau parcours d'accès en fait au métier d'enseignant qui s'appelle diplôme d'établissement devenir enseignant et qui est centré sur le milieu plurilingue et qui en fait permet d'accéder à l'exercice de ce métier sans en passer par la préparation du concours, le passage des épreuves, le stress des épreuves. Au contraire, c'est une formation qui se déploie tout au long de l'année et qui est validée par des épreuves. Il y a même une série d'épreuves de rattrapage au cas où ce soit nécessaire. Et donc, en fait, c'est un investissement, un sérieux déployé tout au long de l'année qui va apporter toute une formation très solide, non seulement en compétences disciplinaires, que ce qui puisse être en mathématiques, en sciences, en langue, en français, etc., mais aussi toute une, on va dire, une formation intelligente aux différentes facettes de ce qu'est l'être social professeur dans son établissement. Et on met la barre haut et on accompagne très individuellement nos inscrits au sein de ce diplôme d'établissement, donc dont l'obtention ne relève que du sérieux et du suivi. Donc, on sent tout de suite que c'est une formation idéale pour ceux qui doutent un peu, qui se disent que le CAPES va être un peu compliqué dans un premier temps en tout cas. Mais alors,
si c'est plus facile, moi tout de suite je me dis, c'est que c'est moins reconnu. Ça donne accès à quoi, ce diplôme d'établissement? Non, c'est pas du tout plus facile. D'accord, voilà, donc j'ai tout faux. Non, vous n'avez pas tout faux, mais c'est tout simplement qu'en France, on a beaucoup l'habitude de se dire, tiens, si quelqu'un est dans un établissement scolaire, c'est alors qu'il est certifié ou agrégé. En fait, le diplôme d'établissement que nous proposons, c'est un diplôme qui a les mêmes exigences en termes de formation, simplement, il décide de libérer, en somme, les personnes aspirant au professorat de l'expérience parfois très difficile existentiellement durant l'année de préparation, de se soumettre à des épreuves et surtout de se dire, ça va être souvent dans la vie d'un adulte qui a toute une vie privée construite par ailleurs, isolé, se motiver, prendre une année entière pour passer le concours et courir le risque de ne pas l'avoir finalement, donc de ne pas avoir un débouché concret, gratifiant pour tout cet investissement-là. On essaye de contourner ce problème en proposant toute une série d'UE, donc d'unités d'enseignement très exigeantes, mais donc c'est sur le même modèle, si vous voulez, qu'une année en université. On suit les cours, on les valide, on est une structure très familiale où on peut accompagner de façon très précise les exigences de chacun et donc amener à l'obtention du diplôme qui ensuite va être valorisable aussi bien en France qu'à l'étranger. Et ça, je pense que Sarah est la mieux placée pour en parler. Mais on a une question déjà de Charline, oui, que je salue au passage, et qui va directement dans le vif du sujet, qui est le cœur du sujet pour tous ceux qui nous écoutent. Et ce fameux diplôme d'établissement, est-ce qu'il est reconnu par l'AEFE? Alors, l'AEFE, je ne sais pas si tu veux répondre, Jean-Pierre? Eh bien, je compléterai en tout cas. Alors, l'AEFE n'est pas en capacité de reconnaître un diplôme, puisque le seul diplôme reconnu, en fait, c'est le concours d'enseignement. Néanmoins, c'est les partenariats que nous avons déjà noués avec des établissements homologués par l'AEFE montrent qu'en contrat local, ce diplôme coche toutes les cases des attentes des chefs d'établissement. Nous avons eu plusieurs rencontres à Boston, à Pékin, avec des établissements homologués à AEFE pour leur présenter le diplôme. Et donc, si vous voulez, ce n'est pas une reconnaissance officielle, mais aucun diplôme d'établissement ou universitaire n'a cette reconnaissance-là. Il appartient ensuite au chef d'établissement qui vous recrute de reconnaître que le contenu correspond bien aux attentes qu'il forme pour estimer que vous êtes suffisamment formé pour être enseignant. Autrement dit, il s'agit donc de reconnaissance de gré à gré qui se déploie avec le temps et qui pour l'instant fonctionne très bien. Nous n'avons à ce jour aucune expérience de personnes porteuses du diplôme et déboutées dans leur demande. À l'inverse, nous avons, c'est le cas par exemple du lycée français de Chicago, nous avons des chefs d'établissement qui au contraire sont demandeurs pour certains cas d'employés dans leur établissement de formation dans notre établissement. Alors, c'est là peut-être que ce serait intéressant d'entendre le témoignage de Sarah Valène, parce que Sarah travaille au lycée français de Chicago. Donc, Sarah, bienvenue sur le plateau. C'est génial. Bonjour. Bravo, Sarah. Sarah, première question. Donc, vous, quel a été votre parcours? Est-ce que vous êtes devenue enseignante et pourquoi est-ce que vous avez choisi de suivre ce DE en plus? Donc, je suis en fait américaine et j'étudie la langue française depuis très, très longtemps. Mais j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'éducation et qu'actuellement, je suis l'assistante de la directrice de l'école secondaire au lycée français de Chicago. Et dans mon rôle actuel, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas, en fait, je connaissais très bien le système éducatif français, mais il me manquait un peu de compréhension sur la formation des professeurs en France en particulier, puisque nous engageons beaucoup de professeurs de la France. Et donc, j'ai décidé que je voulais savoir un peu plus sur la carrière d'un enseignant et en particulier les professeurs qui sont au lycée français de Chicago, qui sont effectivement à l'étranger. Et
ce que c'est leur expérience. Donc, c'est pour ça que je suis cette formation au collège Sévigné. Merci beaucoup, Sarah. Et est-ce que vous pouvez compléter aussi la réponse pour cette question de Charline? En tout cas, au lycée français de Chicago, parce qu'on voit bien que c'est compliqué d'avoir une vision d'ensemble sur tous les lycées de la FE. Si jamais quelqu'un arrive avec un diplôme d'établissement, est-ce qu'il sera défavorisé pour devenir enseignant dans le primaire par rapport à quelqu'un qui aurait le CRPE? Non, pas du tout. C'est vrai que je pense que les écoles préfèrent des professeurs titulaires, mais avoir ce DE, surtout si c'est un contrat local, c'est un vrai atout. Vraiment, on valorise beaucoup. Donc, ça sera, oui, là, ça sera plus pour un poste en contrat local. Oui, plutôt, oui. Et ce qui est important, et pas forcément un inconvénient, enfin, ça, c'est vraiment un arbitrage dans chaque famille, en fonction des priorités et des disponibilités et des mobilités. Surtout, ça, on va en reparler dans la dernière partie de cette émission. Toujours sur les débouchés, on a une question, ce sera peut-être pour Julia, de Nathalie qui nous demande d'autres exemples de débouchés. Donc, poste à l'AEFE, on a bien compris, éventuellement comme contractuel, enfin, pas éventuellement, mais sûrement comme contractuel. Dans des établissements privés à l'étranger, ça existe. Est-ce que ça peut permettre de travailler à l'Alliance française aussi, ou dans des structures non directement d'enseignement primaire ou secondaire, d'autres types d'enseignement? Je pense qu'en fait, l'avantage d'intégrer le DE, c'est déjà de bénéficier de l'entretien initial avec le référent du parcours, qui est Monsieur Patrick Aluska, que je salue, à qui je rends hommage pour tout le travail qu'il fait de suivi des cohortes depuis des années. Et en fait, il faut combiner, si vous voulez, la personne au moment où on la prend, elle a un parcours d'études précédent, ou en tout cas, on va l'accompagner, on va faire du sur-mesure, et on n'est pas du tout limité à un enseignement qui irait de la petite section de maternelle à la terminale. Ça, c'est vraiment à réfléchir. On peut même déterminer avec la personne, mais ça dépend de l'entretien, quels UE on va lui conseiller de suivre. Il n'est pas forcément nécessaire de suivre la totalité des parcours pour être le plus directement utile et profitable au projet professionnel de la personne qui nous contacte. Et alors là, je vous propose qu'on rentre d'ailleurs, c'est le moment plus profondément dans la formation que vous délivrez. Donc, est-ce qu'on dirait que c'est plus une formation au concours, si jamais c'est les préparations au concours, CAPES, etc., ou plus une formation au métier d'enseignant? Tu peux répondre? Peut-être poser cette question à Jean-Pierre. Alors, a priori, ça ne se présente pas comme une formation directe au concours, puisque, en effet, le DE peut permettre à des personnes qui ne souhaitent pas passer les concours, ou qui ne sont pas en situation de le faire, ou qui ne veulent pas le faire pour rester justement maîtresse de leur mobilité, ce qui est un point extrêmement important, donc pouvoir être recruté en contrat local, mais exactement dans l'établissement dans lequel on veut être. Et donc, on n'a pas besoin, a priori, de passer le concours pour être opérationnel. Pour autant, l'exigence disciplinaire qui est au cœur de nos formations vous permet tout à fait d'être à un niveau tel que vous pouvez, avec un tout petit peu d'adaptation, présenter les concours assurément, en tout cas, pour le professorat des écoles. Pour ce qui est de la formation dans le secondaire, il faudrait une adaptation un peu plus grande, mais guère plus. Les enseignants de l'UE qui forment aux disciplines du secondaire sont également nos enseignants qui préparent au CAPES. Si je reformule, parce que je comprends lentement, là, vous nous parlez du diplôme d'établissement qui peut être un premier pas pour rentrer dans toutes sortes de structures, on a vu extrêmement large, oui. Qui va avoir le gros avantage de prendre chacun là où il est, oui. pour les emmener vers cette formation, vers ce niveau-là. Oui. Et après, il y a chez vous aussi, si jamais on veut compléter avec les concours de l'éducation nationale ou privée, des modules qui vont être sur mesure pour juste le petit delta qui restera sur le plan technique. Exactement, il y a un accompagnement et nous avons des cas d'étudiants qui souhaitent en effet s'offrir toutes les possibilités, c'est-à-dire pouvoir travailler dans une structure hors contrat, et le DE sera parfait pour donner de la visibilité à leur formation
et à leurs compétences, et qui en même temps se disent mais pourquoi je n'essaierai pas aussi, par exemple, le concours de recrutement du professorat des écoles pour pouvoir travailler dans un établissement plurilingue, mais sous contrat. Et dans ce cas-là, la formation du DE aide tout simplement parce que les fondamentaux disciplinaires requis pour passer le concours sont acquis pendant la formation du DE. Et ensuite, effectivement, des entretiens, des entraînements sous forme évidemment modulaire permettent les derniers temps de se former exactement aux épreuves du concours. Alors, par exemple, il y a des études de lexicographie propres à l'épreuve de français. Alors, on adapte ce qu'on a appris pendant l'année pour montrer au candidat comment il peut s'en sortir pour le concours. Super, donc on voit bien qu'il y a une énorme flexibilité en fonction des objectifs et des parcours de chacun, et ça correspond bien à nos parcours. Mais alors, même si c'est extrêmement flexible, j'imagine qu'il y a quand même un contenu standard dans la formation du diplôme d'établissement. Quelle est-elle et quelle est la part entre ce qui va servir sur le contenu des matières et sur la pédagogie? Alors, on va peut-être décliner. Oui, si tu veux, je te lance une phrase que tu complètes. Il y a 4 UE. Pour la première, je vais te laisser y revenir parce que je pense que c'est celle qui a un éventail de formation très riche et intéressant à détailler. Et ensuite, c'est là où c'est pas obligatoire de tout suivre. Il peut y avoir une UE polyvalence dans le primaire. Donc, on va cibler, si on veut être enseignant dans le primaire, on va travailler les matières que va enseigner un professeur du primaire. Il y a une UE qui est la 3e, qui travaille plutôt sur une orientation secondaire. Bon, pour les gens très, très motivés, très ambitieux, on peut combiner les deux, hein, absolument. Mais c'est pour ça que je dis qu'on fait du sur-mesure. Et la 4e UE, elle travaille vraiment, elle est centrée sur l'enjeu du plurilinguisme. Elle va développer ses compétences, voilà, avec des spécialistes. Pour ce qui est de la première, qu'on baptise pédagogie générale, je te laisse détailler. Oui, alors rapidement, dans cette première UE, on apprend finalement le cadre du métier d'enseignant. C'est en fait une UE qui vise à vous rendre opérationnel. On fait venir des proviseurs, des inspecteurs, et leur mission, c'est d'expliquer finalement ce qu'est à leurs yeux un bon enseignant et comment on se forme pour être enseignant. Alors, on y apprend les relations entre enseignants et parents, on y apprend à gérer les conflits entre les enfants, les conflits qui peuvent éventuellement arriver avec les familles. On apprend à gérer les questions de rythme aussi et de pédagogie générale, avec l'aide, par exemple, des neurosciences, qui aujourd'hui nous donnent des indications sur la manière dont on peut gérer son cours pour que l'enfant puisse recevoir au mieux et de manière optimale les enseignements dispensés. Bref, c'est une UE d'enseignement, un bloc d'enseignement cadre qui vous apprend finalement, si je le dis familièrement, les ficelles du métier, ce qu'il est utile d'apprendre pour devenir vraiment compétent dans la classe, mais aussi tout autour de la classe, parce que le métier d'enseignant, c'est les couloirs, c'est la relation avec la vie scolaire, c'est la relation avec les autres enseignants, apprendre par exemple à partager ses savoirs avec ses collègues pour travailler dans des cadres collectifs. Ça se fait de plus en plus souvent aujourd'hui, c'est de plus en plus nécessaire, pour travailler avec la direction, pour travailler avec les parents, organiser des voyages, donner du sens à son métier à l'intérieur et à l'extérieur de la classe. Là, on commence, je pense, à avoir, merci beaucoup, une vision plus globale de ce qu'on apprend dans ce diplôme d'établissement. Donc, devenir un prof, module 1, module 2 dans le primaire, module 3 dans le secondaire et module 4 en environnement plurilingue, ce qui est peut-être recommandé pour nos expatriés. Et après, on complète, si jamais on veut, avec la formation des concours, ça devient très clair. Et alors, tout ça prend combien de temps et selon quelle modalité? Alors, tout ça peut prendre 1 an si la personne a le temps, mais cela peut aussi être distribué sur 2 ans. Ça fait vraiment partie de ce qu'on va déterminer
à l'entretien d'accueil. En somme, quand on reçoit la candidature, on a les deux figures. On a une personne cette année qui est dans sa 2e année de fréquentation du DE et Jean-Pierre y faisait allusion il y a un instant, elle a mûri qu'au-delà du DE, elle passe le concours de professeur des écoles dans le privé et on lui souhaite de réussir parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui avec nous pour témoigner aussi parce que l'épreuve a lieu au moment du live. Bonne chance. Voilà. D'accord, donc sur 1 an ou 2, Oui, en ligne? absolument. C'est essentiel. De toute façon, au Collège Sévigné, diplôme d'établissement ou pas, on travaille sur la plateforme Moodle qui est aussi utilisée par de très nombreuses universités. Et donc, tout est suivable à distance. Si une personne passe par Paris ou fait une étape en Île-de-France, elle est bien sûr la bienvenue dans nos locaux, 39 rue Barbus dans le 5e arrondissement, mais tout est pensé pour être intégralement suivi à distance et revisionné également. Et revisionner, donc si jamais j'habite en Australie, Oui. les horaires complètement décalés ne seront pas un handicap. Absolument. Et ça s'applique au DE comme toutes nos autres formations. On a l'habitude de travailler avec des personnes en décalage horaire, avec le fuseau horaire de Paris. On est là pour s'adapter. Merci beaucoup. Donc là, on voit les modalités. Sarah, si vous revenez, Chicago est tout près, c'est assez formidable. Toujours. Sarah, pour vous, de tout ce que vous apprenez dans ce diplôme d'établissement, quelles sont les choses les plus utiles pour votre vie au quotidien dans votre collège? Bon, vous savez, j'ai un travail à plein temps. J'ai une famille, donc prendre en charge un programme de diplôme en plus de tout ça, bon, pour être honnête, c'est intense. Et vous parliez tout à l'heure des 4 UE. Bon, moi, je participe aux 4, donc, et j'essaie de tout finir dans 1 an. Voilà, donc je répète une fois, intense. Mais vraiment, et le fait que le français, c'est pas ma langue maternelle, il y a toute une autre couche de complexité à mon expérience, mais tout cela dit, mais j'ai sincèrement trouvé que ce programme était très, très flexible. Le fait que je peux tout suivre en ligne et, comme vous avez dit, revoir les cours si jamais j'ai raté une information. Tout ça a été très gérable, extrêmement enrichissant. Je peux pas vous répéter assez que je suis tellement contente d'avoir décidé de participer à ce DE cette année, malgré le fait que ça soit intense, mais vraiment très, très, très heureuse. Bon, alors je suis confuse vis-à-vis de ceux qui nous écoutent. On évite en général d'avoir des superwoman à côté desquelles on se dit: «Ah ouais, non mais elle est tellement forte, elle se lève à 6h du matin pour faire un live, elle a une famille, un boulot et elle fait en 1 an ce qui est prévu en 2 pour d'autres qui n'ont pas forcément de boulot». Donc Sarah, merci beaucoup, mais voilà, on n'est pas obligé d'être Sarah pour participer, on peut aussi faire à un rythme plus doux. On est tous différents et c'est ça qui est très bien et c'est ce que permet cette formation. Donc, merci beaucoup, Sarah, de mettre des visages et des mots sur ces éléments. Et je voudrais Bien qu'on sûr. rentre maintenant dans la 3e phase. Hein. On a dit comprendre l'environnement, se former, se préparer, et puis piloter sa carrière. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et Julia, qu'est-ce que ça veut dire de piloter sa carrière quand on est prof? C'est choisi, on peut passer du public au privé ou hors contrat? Oui, ça n'est pas évident. Oui. Bien sûr, l'idée de proposer une formation au diplôme d'établissement en parallèle de la préparation au CAPES et à l'agrégation, qui sont des préparations traditionnelles du Collège Sévigné, c'est justement que on voit de plus en plus de parcours qui se font en partie à l'international, qui demandent une certaine souplesse. Et bien que l'éducation nationale envisage tout à fait, avec les demandes de détachement, de disponibilité, des sections de carrière à l'étranger, on n'est jamais à l'abri d'un refus parce que dans telle académie, on ne peut pas laisser partir tel enseignant, etc. Avec l'obtention du diplôme d'établissement à compétences égales, on a une liberté complète du temps qu'on peut éventuellement désirer passer à l'étranger, du nombre d'années. Et disons que depuis
sa perspective familiale et personnelle, on va sculpter son parcours avec un peu moins d'inquiétude liée à des décisions qui malheureusement nous échappent et qui sont bien sûr la contrepartie du statut de fonctionnaire que garantit le concours. Et là, on peut sortir de ce fameux piège qu'évoquent beaucoup d'entre vous en disant, bah voilà, je dois passer le CAPES, mais il y a le stage, mais je ne peux pas le faire là où je suis, donc je vais perdre mon CAPES si durement acquis. Là, on trouve des parcours plus fluides. Je propose à Jean-Pierre de compléter. Oui, tout à fait, exactement. Ça permet effectivement d'éviter de se sentir en fait coincé dans un monde en mobilité. Les formes de recrutement, de toute façon, dans les établissements scolaires évoluent profondément du fait de ces besoins. Rien qu'en France, le développement en fait d'établissements avec une éducation plurilingue incite les établissements qui vont devenir de plus en plus autonomes, incite à aller vers des recrutements un peu différent de ce qui se faisait encore ces dernières années. Et ce diplôme d'établissement donne une perspective au chef d'établissement qui vous recrute parce qu'en lisant le contenu, il comprend que vous avez été formé correctement. Alors, ça permet effectivement donc de ne pas se sentir coincé. Et j'ajoute que nous avons tout fait pour que cet enseignement à distance soit le plus concret possible du point de vue des situations de classe. Par exemple, nous faisons des analyses de situations à partir de classes filmées au Collège Sévigné, qui est un établissement plurilingue. Par exemple, 2 séquences filmées dans la classe d'anglais et dans la classe de français sur un problème, sur un problème de grammaire, les adverbes. Donc, nous avons filmé les 2 classes, le matin et l'après-midi. Et puis, nos candidats doivent analyser les différentes pratiques des deux enseignantes, suivant les 2 traditions, d'un côté, francophone de l'autre. Donc ça permet dans la promesse, piloter son employabilité, c'est savoir faire une promesse de ce qu'on peut apporter. On apporte le contenu de sa matière, mais en plus la pédagogie et en plus l'expertise du plurilingue. Exactement. Et ça, et ça sera peut-être notre dernier point, c'est important parce que cette offre du plurilingue, elle est en train d'exploser en ce moment, pas seulement en France. Exactement, elle explose, elle se diversifie. Et alors, pour ne prendre qu'en France, en fait, hein, on voit de nouvelles expérimentations, soit à petite échelle, soit à grande échelle, dans des villes moyennes, de petites structures bilingues se mettent en place. Et on le voit également à l'étranger parce que les familles savent aujourd'hui que le plurilinguisme est un atout majeur pour l'éducation des enfants, non seulement pour leur développement personnel, mais également pour les études supérieures. Je rencontrais avant-hier le proviseur adjoint de Louis-le-Grand, qui, pour ses classes préparatoires, pourtant tellement franco-françaises dans leur esprit, expliquait l'importance du recrutement à l'international, de public français, mais plurilingue, et l'intérêt, de toute façon, y compris pour faire maths sup ou Hippocagne, d'avoir suivi une éducation plurilingue. Je la cite de mémoire, elle disait, quand on est en maths sup, avoir l'anglais déjà pour soi, c'est autant de temps de gagner pour les mathématiques. Donc, être l'expert qui arrive dans ce mouvement nouveau des écoles plurilingues, en France ou dans les pays où vous habitez, c'est une aventure qui nous a semblé, chez Femmes Expat, absolument passionnante, et on était très heureux d'inviter les dirigeants de la section supérieure du Collège Sévigné pour en parler avec vous, parce que quitte à changer de carrière et à partir dans l'enseignement, autant aller là où ça bouge, là où vous aurez une valeur ajoutée et de la flexibilité. Le mot de la fin sera pour vous. Qu'est-ce qui vous semble le plus important comme message pour quelqu'un qui se forme pour être enseignant? Il est pour moi le mot de la fin. Tous les deux. Vous avez chacun un mot, parce que j'ai bien compris de toute façon que vous passiez le ballon toujours. Alors, ce qui est important pour devenir enseignant, c'est, je crois, c'est un métier passionnant. Il faut s'y projeter. J'ai envie de dire, le message que Socrate de donner à ses élèves: connais-toi toi-même.
Si vous savez, si vous connaissez bien vos compétences et si vous savez que c'est quelque chose qui peut vous attirer, alors ce sera un métier que vous aimerez. Et la formation ne sera sans doute pas facile du fait de toutes les contraintes que nous avons, mais la formation vous apportera vraiment quelque chose. Et c'est ce que nous demandons d'ailleurs. Plus vous connaissez, plus vous connaissez votre projet, plus vous savez ce que vous voulez, plus la formation sera profitable. Merci beaucoup. Et maintenant que j'ai eu Castor, je demande à Pollux. Je pense que mon conseil pour quelqu'un qui s'interroge sur l'idée de devenir enseignante, c'est partir d'un noyau de passion pour ce qui pourrait être une discipline. Et je pense à la communauté des expatriés en particulier. C'est chacun d'entre nous peut transporter depuis des années l'envie en fait d'enseigner. Ça peut être l'histoire ou la physique-chimie, peu importe. Et en fait, c'est l'occasion de se lancer peut-être l'expérience d'expatriation. Et l'idée de devenir enseignant, c'est non seulement faire professionnaliser cette passion-là disciplinaire et aussi se laisser surprendre ensuite par le fait qu'au-delà de la transmission de cet objet de passion, on va avoir des enjeux humains qui vont nous surprendre en permanence, nous dépasser, et il va falloir faire preuve d'une adaptabilité permanente avec les parents, avec les collègues, avec la hiérarchie, avec les différentes personnalités dans la classe. Et qui mieux qu'une personne qui s'est adaptée pour partir à l'étranger, vraiment pour se lancer un défi pareil. C'est presque un reflet professionnel de ce dont la personne a déjà fait la preuve dans sa sphère personnelle. Décidément, tous ceux qui viennent ici font de la pub des expatriés, c'est formidable. Vous avez bien fait de partir. Merci beaucoup à tous. On va s'arrêter là sur ce sujet qu'on aura envie de creuser pendant des heures, mais n'hésitez pas à poser encore vos questions. Vous avez les coordonnées du secrétariat du Collège Sévigné, mais vous pouvez déjà encore, dans le fil du chat, poser quelques questions et on s'arrangera pour y répondre. Et puis sinon, vous appelez en direct et vous demandez à parler à Julia Puma ou à Jean-Pierre De Giorgio pour en savoir plus, et vous verrez que vous serez bien reçus et bien accompagnés. Je parle en connaissance de cause. On se retrouve, amis expat, au plus tard au mois de mai, pour le 1er mai même, pour une semaine dédiée au retour, avec notamment un LinkedIn Live sur comment réussir son retour professionnel, que ce soit un retour au siège ou un retour dans une recherche d'emploi. Donc ne ratez pas ça, sauf si jamais vous êtes en formation avec le Collège Sévigné. À bientôt.